Bonjour à tous, nous allons continuer l'exploration du manuel de sevrage des psychotropes. Donc je vais passer au plan de sevrage en pratique. Je vais donner un exemple pratique comment on met en place les 8 étapes que je vous ai proposées dans la vidéo précédente. Donc imaginons un exemple de plan de sevrage qu'on doit mettre en place. Quelqu'un qui prend du Xanax et du Deroxate. Comment fait-il pour mettre en place son sevrage, son plan de sevrage? Première chose, il s'informe. Alors il va voir ce que c'est le Xanax. Le Xanax a comme molécule active l'alprazolam et puis c'est une molécule de la classe des benzodiazépines. Ensuite, le Xanax, dont la molécule active est l'alprazolam, est une demi-vie courte. Et là, la personne prend 0,25 mg par jour. Elle prend aussi du Deroxate. Deroxate, qu'est-ce que c'est? Alors, la molécule active du Deroxate, c'est la paroxétine. Et puis, la paroxétine est une molécule de la classe des antidépresseurs, plus précisément de la classe des antidépresseurs ISRS pour inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. La paroxétine est une molécule à demi-vie longue de 24 heures et la personne prend des comprimés enrobés qui sont sécables, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir les écraser. Elle prend des comprimés de 20 mg. Concernant le Xanax, la forme galénique du Xanax prise est un comprimé. Donc voilà, on a fait la première étape, s'informer. On a trouvé quelle était la molécule active de chaque médicament pris, à quelle classe de médicaments cette molécule appartient, quelle est la durée de la demi-vie, quelle est la forme galénique du médicament pris et quelle est la quantité prise par jour, quelle est la dose journalière. Ensuite, comme il y a deux molécules à sevrer, on ne va pas les sevrer en même temps, jamais sevrer de médicaments psychiatriques en même temps. On va déterminer l'ordre dans lequel le sevrage va se faire. Est-ce qu'on va commencer par le Xanax ou le Deroxate? Donc là, je vous renvoie à la vidéo pour avoir des pistes de réflexion sur dans quel ordre on peut sevrer ces produits. Ici, la personne a des gros problèmes avec le Deroxate. Ça lui fait des effets secondaires assez graves, donc de la violence, de l'automutilation, elle s'automutile les bras, elle a des idées suicidaires, des migraines intolérables et l'acathisie. Donc là, ça justifie pour cette personne de commencer par l'antidépresseur et de terminer par la benzodiazépine. Donc l'ordre sera Deroxate suivi de Xanax. Donc, premier sevrage, Deroxate. Est-ce que la personne est en sous-dosage? Donc on va faire la partie 3. C'est la partie 3 de l'étape 3 des 8 étapes pour mettre en place un sevrage. Est-ce que la personne est en sous-dosage du Deroxate? Alors là, le problème, c'est que la personne est tellement mal depuis le début qu'elle prend ce produit qu'elle est incapable de savoir si elle est en sous-dosage, en surdosage. Elle ne sait pas. Et elle n'ose même pas augmenter les doses pour vérifier tellement elle est mal. Donc là, on peut penser que ce médicament, depuis le début, la rend mal. Donc, depuis le début, il a l'air d'être toxique pour elle, ce qui justifierait d'aller vers un sevrage un peu plus rapide, vu qu'il y a plutôt un effet neurotoxique que quoi que ce soit d'autre avec ce produit. Donc la personne se dirige directement vers un médecin pour avoir un suivi accru et constant d'un tel sevrage qui va se faire sur une molécule qui a des effets de pousser la personne aux idées suicidaires, à l'automutilation. Alors, maintenant, quelle est la méthode de sevrage utilisée pour le Deroxate? Donc, ce sera un sevrage direct. Le choix du sevrage direct se fait d'une part parce que la demi-vie de la molécule est de 24 heures. Donc, quand ça couvre une journée,
donc quand la dose journalière couvre la journée, que le médicament produit un effet sur une journée, un sevrage direct se justifie. Ensuite, la personne prend des comprimés qui sont sécables, ça veut dire qu'elle va pouvoir les écraser, donc les manipuler pour faire les diminutions. Donc la méthode de sevrage sera un sevrage direct et puis sur la forme galénique actuelle, c'est le choix de la personne. Elle va fixer une heure de prise parce que si la molécule active est active pendant une durée de demi-vie de 24 heures, c'est qu'elle a elle produit à peu près un effet pendant 24 heures, ce qui fait que la personne va devoir prendre une prise toutes les 24 heures. Elle va donc fixer une heure précise où elle prendra son médicament. Ici, elle prend à 8 heures. Parce qu'on se rend bien compte que si la personne prend un jour son médicament à 8 heures le matin, le lendemain à 10 heures, comme la durée de demi-vie est de 24 heures, le lendemain, quand elle prend la molécule à 10 heures, il y a 2 heures de temps où elle risque d'être en manque parce que la molécule n'aura plus, entre guillemets, plus d'effet. Donc là, il va falloir vraiment fixer des heures de prise précises chaque jour. Chaque jour, elle prendra précisément son comprimé et sa dose journalière à 8 heures précises pour éviter les états de manque durant la journée. Ensuite, la personne qui sait que ce sevrage va être compliqué vu que c'est une molécule qui lui pose des problèmes depuis le début, elle garde en tête la possibilité de modifier le sevrage, de passer par un sevrage indirect ou un sevrage mixte. Par exemple, en utilisant une dose mixte 50-50 de paroxétine, qui est la molécule active du déroxate, couplée à 50% de fluoxétine. C'est une méthode dont je parlerai plus tard, une méthode de sevrage, on dira indirect, parce qu'on ajoute, c'est plutôt mixte, parce qu'en fait, on remplace la moitié de la dose paroxétine par de la fluoxétine en dosage équivalent. C'est une façon de faire au vu des effets que la personne ressent avec le déroxate, dans la molécule active et la paroxétine. Donc au vu des effets que la paroxétine produit sur elle, il est envisageable d'enlever au moins la moitié de la dose et de la remplacer par la fluoxétine pour essayer de voir si on peut atténuer les effets assez violents que cette molécule produit sur elle. Ensuite, la personne va choisir, point 5 des 8 étapes, choisir un protocole de sevrage, c'est-à-dire le pourcentage des diminutions et la longueur des paliers. Comme c'est une molécule qui produit des effets secondaires graves chez cette personne, la personne a choisi de passer plutôt par un sevrage rapide et donc de faire des diminutions de 10% tous les 15 jours. D'habitude, les protocoles pour les antidépresseurs, pour les sevrages lents, les sevrages habituels, je dirais ceux qui produisent le moins d'effets de manque, c'est plutôt des paliers de 30 jours et des diminutions de 5%. Donc là, la personne fera des diminutions de 10% tous les 14 jours. Toujours en restant flexible, c'est-à-dire que si après 1 ou 2 paliers, elle voit que ça ne fonctionne pas, remodifier le protocole et peut-être passer à des diminutions de 5% tous les 30 jours. Mais toujours sous surveillance accrue, avec une molécule qui, dès le départ, avait produit chez cette personne des réactions violentes, des envies suicidaires, d'automutilation et de la forte agitation interne, l'acathisie. Ensuite, une fois que la méthode de sevrage a été choisie, c'est pour ce premier sevrage, c'est un sevrage direct de la paroxétine. Le protocole, c'est 10% de diminution tous les 14 jours. On va passer au calcul, au tableau des diminutions, donc point 6. Alors, là, c'est bien de noter la dose journalière actuellement prise. Donc, la personne prend un comprimé de paroxétine
de 20 mg et elle va calculer les diminutions de 10% de ces 20 mg avec des paliers de 14 jours. Donc là, dans le manuel, je vous conseille d'ailleurs, je vais vous montrer comme ça, dans le manuel j'ai fait un tableau pour montrer les diminutions, comment on les calcule. Je vous conseille vraiment pour cette vidéo là d'avoir le manuel sous les yeux. Et puis il est disponible donc en format PDF sur mon site. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et au format papier sur lulu.com. Donc là, nous sommes à la page 28. Donc si vous suivez la vidéo avec le manuel sous les yeux, nous sommes à la page 28. Et donc là, j'ai exposé le tableau des diminutions en montrant comment on fait les calculs. Donc on voit, première diminution, la dose en cours, c'est la dose actuellement prise. La personne commence son sevrage, elle a 20 mg comme dose journalière. Elle va enlever 10% de ces 20 mg. C'est le calcul des diminutions qui est marqué au milieu. Je vais vous montrer. Là, calcul des diminutions. Et après, au bout de la ligne, on voit que la prochaine dose à prendre à la prochaine diminution, ce sera 18 mg. Donc la personne va commencer son sevrage en diminuant de 10%. Pour diminuer de 10%, elle prendra 18 mg sur 14 jours. Quand elle arrive à la fin de ces 14 jours, elle va devoir enlever 10% de ces 18 mg. C'est ce qui est noté à la ligne suivante. Donc, elle prend les 18%, c'est la dose en cours qu'elle a actuellement. Elle fait le calcul de diminution, elle enlève 10%. Et on voit qu'elle devra prendre 16,2 mg. On procède ainsi de suite. Et donc là, c'est pour faire un calcul pour enlever 10% de la dose en cours. Si vous deviez enlever 5% ou 3%, vous voyez, je vais essayer d'être... les 10% qui sont là, c'est 10 sur 100. Si vous devez enlever 3%, vous mettez 3 sur 100 et dans tout le tableau c'est marqué les 10 sur 100, vous remplacez par 3 sur 100 et ça vous permet de faire le calcul de pourcentage. Vous voyez qu'à chaque diminution, on reporte là on a fait de 20 mg, on a fait une diminution pour arriver à, la peine c'est à l'envers, à 18 mg et on reporte les 18 mg sur la dose en cours, ici, pour la prochaine diminution, et ainsi de suite. Bien sûr, si vous avez la possibilité, faites-vous aider pour faire ces calculs. Et puis, il y a Jomax, Max, de son pseudonyme Jomax, qui a fait un calculateur que vous retrouvez sur psychotrope.info/calculateur. Et là, vous entrez le pourcentage, la longueur de palier, et puis vous avez le tableau qui se calcule. Donc, ce tableau d'exemple pour cette personne qui diminue la paroxétine 10% tous les 14 jours. Les calculs ont été faits par le calculateur de Jomax. Je crois qu'on voit pas super bien. Donc voilà, ça vous permet de faire le tableau des diminutions. Ensuite, une fois qu'on a fait le tableau des diminutions, il nous faut trouver avec quelle technique on va faire ces diminutions. Donc nous sommes au point 7, à l'étape 7 de la mise en place du plan de sevrage pour le déroxate. Donc la première chose, c'est de vérifier si la molécule prise, la forme galénique prise se prête, là on a un comprimé, est-ce que ce comprimé je peux l'écraser parce que j'aurai sûrement besoin de l'écraser pour pouvoir enlever 10% de ce comprimé. Alors je vais vérifier d'abord sur, je vais vous mettre ici en dessous dans la description, un PDF
de la pharmacie des HUG, des hôpitaux universitaires genevois, qui note si un comprimé est sécable ou pas. Ça veut dire si on peut le broyer, l'écraser, le couper, ou s'il doit être pris entièrement. Alors ici, les comprimés sont sécables, donc je peux les écraser. Je vais donc choisir, la méthode numéro 1 qui est notée dans le manuel, qui est à la page 51 pour plus de détails si vous le voulez. Il s'agit d'écraser, c'est la méthode où on écrase un comprimé et on le dissout dans l'eau et on fait on enlève les 10% par rapport à des volumes d'eau. Donc on va mettre le comprimé dans 100 ml d'eau, on écrase le comprimé, on le met dans l'eau, on le dissout dans 100 ml d'eau et ces 100 ml d'eau correspondent aux 20 mg. Pour enlever 10%, on va enlever 10 ml d'eau. Donc si on a 100 ml, on enlève 10 ml, on enlève 10%. Donc j'écrase le comprimé, je le mets dans l'eau, je brasse, j'enlève 10% de cette préparation et je bois le reste qui correspond à la dose moins 10%. Je vous mettrai en lien dans cette vidéo un lien qui pointe vers les vidéos que j'ai faites pour montrer comment on procède aux diminutions avec des comprimés et avec les volumes d'eau. Voilà pour rapidement la méthode pour écraser les comprimés et dissoudre dans l'eau. Donc la méthode avec les volumes d'eau. Plus tard, dans les vidéos, je viendrai précisément plus en détail sur ces méthodes. Là, je vous mets un lien vers une vidéo où je montre comment on fait. Comment on écrase les comprimés, comment on les dissout dans l'eau et comment on retire les 10%. Ensuite, si ça devient trop compliqué pour cette personne d'écraser chaque fois le comprimé, d'enlever les 10%, on peut passer à la paroxétine, donc au déroxate, dont la molécule active est la paroxétine, en solution buvable pour faire les diminutions en millilitres. Il existe donc du déroxate en suspension orale qui est à 2 mg par millilitre. Donc là, on ferait les diminutions avec de la solution buvable. Ensuite, point 8. Conditions de démarrage du sevrage. Donc pour se mettre dans les meilleures conditions, là il n'y a pas de meilleures conditions parce que la personne elle subit ses effets secondaires hyper violents, elle n'arrive plus à rien faire dans la vie, donc elle commence directement son sevrage, elle en informe ses proches et son médecin, elle s'assure d'avoir quelqu'un qui est joignable 24 sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'elle a des idées suicidaires, parce qu'elle s'automutile. Donc ça peut être dangereux pour sa vie. L'idéal, ce serait de pouvoir le faire en clinique, mais peu de médecins connaissent les protocoles, donc voilà. Les protocoles proposés dans les cliniques sont souvent trop rapides et pas bien compris. Donc l'idéal, ce serait de faire un sevrage en clinique. Si vous avez un médecin qui comprend bien ça, allez le faire en clinique. Ensuite, flexibilité. Donc, si ça se passe mal, avec des diminutions de 10% tous les 15 jours, enfin tous les 14 jours, on dit 15 jours, mais ça veut dire 2 semaines. 2 semaines, ça fait 14 jours. Si ça se passe mal, pensez à changer le protocole, soit diminuer le pourcentage de diminution, passer à 5%, rallonger les paliers, 30 jours, ça on en discutera bien aussi plus loin. Et puis pensez aussi à, si le sevrage direct se passe mal, pensez à passer un sevrage indirect par dose mixte, dont nous discuterons plus en détail ce que c'est plus tard. Finalement, une fois que le sevrage de la paroxétine, de cet antidépresseur est terminé, il faudra
attendre quelques semaines avant de commencer au sevrage du Xanax, de l'alprazolam. Et surtout, pendant tout le sevrage du Deroxate, il faudra bien avoir contrôlé la prise de Xanax pour être très stable avec cette molécule-là pendant qu'on sevre le Deroxate. Donc restez stable avec la benzodiazépine qui fera le deuxième sevrage pendant qu'on sevre l'antidépresseur qui était en premier sevrage. Alors, je vais lire la phase de stabilisation. Avant de commencer le sevrage de la deuxième substance psychoactive, je vais laisser le temps à mon organisme de récupérer du premier sevrage. D'autant plus que je sais que les effets de sevrage des antidépresseurs peuvent se manifester plus d'1 mois après l'arrêt complet. Donc se souvenir, quand on est arrivé à la fin d'un sevrage, que les effets de manque peuvent se produire 30 jours après, voire même plus, après le sevrage, quoi. Puis pendant le sevrage, savoir que si vous avez fait une diminution, puis qu'elle est un peu trop importante, les effets de manque peuvent se répercuter jusqu'à 1 mois après. Donc si un mois après vous n'êtes pas bien, puis vous dites mais ça allait, c'est peut-être l'effet de quelque chose qui s'est produit 1 mois précédemment. Toujours garder ça en tête. Donc entre deux sevrages, il faut respecter un temps d'attente, ce qui permet de donner toutes les chances au deuxième sevrage de commencer dans des bonnes conditions physiques, physiologiques et mentales. C'est se donner les chances de réussir le deuxième sevrage. Maintenant, donc, on va passer au sevrage du Xanax, de la benzodiazépine. Donc, on a fait le point 1, on s'est informé. Le Xanax a comme molécule active l'alprazolam. La personne prend 0,5 mg, c'est un comprimé qu'elle prend. Et le Xanax est une benzodiazépine et elle a une demi-vie courte. Donc, pour trouver la dose de confort maintenant, la dose de confort du Xanax, il va falloir normalement augmenter un peu la dose pour savoir si on est en sous-dosage. Si on est mal, il faut savoir si on est en sous-dosage. Donc normalement, pour savoir ça, pour savoir si on subit le manque du Xanax, on remonte un petit peu la dose, et si on se sent un peu mieux, c'est qu'on était en sous-dosage. Mais là, il faut faire encore attention à plusieurs points. Premier point, est-ce que si je ne me sens pas très bien maintenant avec la dose de Xanax que j'ai, est-ce que c'est dû au manque du Xanax, à des effets secondaires du Xanax, ou est-ce des effets de manque dus au sevrage précédent, au sevrage de l'antidépresseur? Donc là, il faut vraiment essayer d'identifier si on est mal avec la prise qu'on a actuellement de Xanax, d'alprazolam. Est-ce que c'est dû au manque à cause du sevrage précédent, au manque de Deroxate, au manque de paroxétine? Est-ce que ce sont des effets secondaires du Xanax, ou est-ce que je suis en sous-dosage et ce sont des effets de manque dus à une sous-dose de Xanax? Donc là, c'est 3 possibilités. Donc, on va déjà vérifier si c'est des symptômes de manque dus au Xanax, on augmente un petit peu la dose. Si on se sent un petit peu mieux, c'est que c'était ça. Donc on remonte à la dose à laquelle on est bien, avant de commencer le sevrage de cette benzodiazépine. Parce que vraiment, il faut essayer de commencer un sevrage en n'étant pas en état de manque de la molécule qu'on va sevrer. Ensuite, rappelez-vous que si vous augmentez la dose de Xanax et que vous êtes plus mal, ça peut être aussi que le Xanax vous rend, que c'est des effets secondaires du Xanax qui vous rend plus mal. Donc dans ce cas-là, revenez à la dose normale et procédez au sevrage à partir de là, en consultant immédiatement un médecin. Donc, quelle est la méthode de sevrage que je vais utiliser pour le Xanax, pour l'alprazolam? Alors, comme c'est une molécule à demi-vie courte, je vais opter plutôt pour un sevrage indirect, c'est-à-dire que je vais remplacer
l'alprazolam, qui est la molécule active du Xanax, par une autre benzodiazépine qui a une demi-vie longue. Donc, ce qui est conseillé, c'est de prendre soit du Lysanxia, qui est une demi-vie longue. Le Lysanxia, c'est le nom français, c'est du Prazépam. C'est une benzodiazépine qui s'appelle du Prazépam. Donc, je vais substituer l'alprazolam, qui est la molécule active du Xanax, par du Prazépam, qui est la molécule active du Lysanxia. Et les deux sont des benzodiazépines qui ont des propriétés équivalentes, mais dont le Prazépam, donc le Lysanxia, a l'avantage d'avoir une demi-vie longue. Du moment que je change, que je vais substituer mon comprimé d'alprazolam, de Xanax, par du Lysanxia, je vais choisir comme forme galénique du Lysanxia des gouttes, parce que je sais que la forme liquide est toujours plus facile à titrer, c'est-à-dire il est toujours plus facile de faire les diminutions avec des gouttes, avec quelque chose de liquide, plutôt qu'avec des comprimés. Donc je vais rechercher les doses équivalentes, parce que là j'ai 0,25 milli... Ah non, la personne avait... Attendez... la personne avait des comprimés de 0,25 mg, mais elle en prenait 2. Donc ça fait que en une journée, si elle prend 2 comprimés de 0,55 mg d'alprazolam, ça veut dire qu'elle prend 0,5 mg d'alprazolam. Je vais chercher quelle est la dose équivalente de Prazépam, donc de Lysanxia, et là je vois que c'est 15 mg de Prazépam. Jomax a aussi créé un convertisseur pour trouver les doses équivalentes entre les benzodiazépines. Je vous mettrai le lien dessous. En fait, il s'agit c'est dans le calculateur de Jomax qui donne les taux de conversion, qui donne l'équivalence entre deux molécules. Il faut simplement aller dans le menu conversion du calculateur et choisir benzoconversion. Et vous allez avoir la dose équivalente. Donc, ensuite, en forme galénique, 50 mg d'alprazolam, ça correspond à combien ça correspond à 15 mg de Prazépam. Mais l'alprazolam, donc le Xanax, on l'a en comprimé, 2 comprimés de 0,25. Et le Prazépam, le Lysanxia, on a des gouttes. Donc, comment faire correspondre le nombre de comprimés avec le nombre de gouttes? Donc on voit déjà que 15 mg de Prazépam, c'est 30 gouttes de Prazépam. Donc pour avoir 15 mg de Prazépam, il faut prendre 30 gouttes. Ainsi, 2 comprimés de Xanax de 0,5 mg correspondent à 0,50 mg d'alprazolam, c'est la molécule active, dont la dose équivalente est de 15 mg de Prazépam, donc 30 gouttes. On va donc passer de 2 comprimés de Xanax à 30 gouttes de Lysanxia, pour résumer. Donc on passe de 2 comprimés d'alprazolam à 30 gouttes de Prazépam. Comment on va faire ça? Donc là, on va utiliser un protocole de substitution que Thérèse a vraiment mis au point avec son équipe et qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc là, reportez-vous à la page 32 du manuel de sevrage pour regarder comment on va substituer les 2 comprimés de Xanax par 30 gouttes de Lysanxia. Donc là, on va aussi choisir un plan de substitution qui convienne. Ici, on va choisir un plan de substitution, on fera en 4 semaines, on va passer donc du Xanax au Lysanxia en 4 semaines, en prenant avec 3 prises par jour, vu qu'on sait que le Xanax est une molécule à demi-vie courte, il faut qu'on prenne plusieurs fois par jour pour couvrir pour que la personne, entre guillemets, soit couverte du point de vue de l'effet du produit. Donc il y aura 3 prises par jour, toujours à heure fixe, parce que c'est pour garder un taux constant de molécules dans le sang, parce que si on ne prend pas à heure fixe, on va être en état de manque en 2 prises. Ici, il est conseillé de faire des prises, si on fait 3 prises par jour pendant ce protocole de substitution, de prendre
une prise à 9 heures, une prise à 15 heures, une prise à 21 heures. Comme ça, on va couvrir la journée, les 24 heures avec le produit. Alors le tableau de substitution, comment se lit-il? Je vais vous montrer ici. On voit donc, là, on a le matin, midi, soir dans la première colonne. Donc le matin, la première semaine, on voit que le matin à 9 heures, on va prendre simplement un demi-comprimé de Xanax. À midi, on prend un demi-comprimé de Xanax et le soir, un demi-comprimé de Xanax plus 7,5 gouttes de Licensia. Donc là, on va, si on fait le calcul, sur cette journée-là, on arrivera à la même quantité de Xanax de départ, mais on aura remplacé un demi-comprimé de Xanax par son équivalent en gouttes. Vu que la personne prend 2 comprimés, on peut compter. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Donc, on voit semaine 1, matin un demi-comprimé, midi un demi-comprimé, soir un demi-comprimé, et ensuite, le soir, on prend aussi une goutte, 7,5 gouttes de Licensia. Donc là, pendant la première semaine, chaque jour, le matin, un demi-comprimé de Xanax, à midi, un demi-comprimé de Xanax, le soir, un demi-comprimé de Xanax et 7,5 gouttes de Licensia. La deuxième semaine, pendant ces 7 jours de la deuxième semaine, le matin, on prend 7,5 gouttes de Licensia, à midi, un demi-comprimé de Xanax et le soir, un demi-comprimé de Xanax et 7,5 gouttes de Licensia. On fait ça pendant 4 semaines et en fait, à la quatrième semaine, on n'aura plus que du Licensia, la substitution aura été terminée. On ne prendra plus de Xanax parce qu'on l'aura substitué par le Licensia. On se stabilise pendant 3 semaines à 15 gouttes le matin, 15 gouttes le soir. Donc pendant 3 semaines, on va prendre 15 gouttes de Licensia le matin et 15 gouttes le soir. Et après, à la semaine 8, donc après ces 3 semaines de stabilisation, on va passer au sevrage des 30 gouttes de Licensia. Alors là, on va faire le sevrage du Licensia. Donc c'est une demi-vie longue. Et on sait que le protocole de sevrage, donc on en est au point 5, à l'étape 5 d'un plan de sevrage, on sait que pour faire un sevrage d'une benzodiazépine à demi-vie longue, ce qui est conseillé et recommandé, c'est des diminutions de 5% de la dose en cours avec des paliers de 8 jours. C'est comme ça que la majorité des gens s'en sortent. Après, vous pouvez adapter, mais franchement, c'est ce qui est recommandé par Thérèse et son équipe parce qu'ils ont observé que c'était en fait le pourcentage et la longueur de palier qui convenait le mieux. Après, en fin de sevrage, on va adapter, donc toujours rester flexible, mais en fin de sevrage, généralement, on arrive plutôt à des diminutions de 3% sur 7 jours, et puis on pourra arrêter le sevrage quand on sera à 0,75 mg de Licensia, soit 1,5 gouttes de Licensia. Donc là, à nouveau, une fois qu'on a choisi ce protocole, donc protocole, ça veut dire un sevrage, on choisit comme protocole un sevrage direct du Licensia avec des diminutions de 5% et des paliers de 8 jours. On fait le tableau des diminutions. Ici, on le voit. Et on voit qu'on a remplacé les 10% par les 5% ici. Parce qu'on va faire des diminutions de 5%.
Encore une fois, vous pouvez avoir recours au calculateur de Jomax qui va vous donner le même résultat. Et maintenant, comment on va faire on en est à l'étape 7. Quelle sera la technique pour les diminutions? Donc cette fois, on n'a pas un comprimé, on a des gouttes. Donc là, de nouveau, il y a une autre technique qui s'appelle le fractionnement des gouttes, que vous pourrez retrouver à la page 45 du manuel. Alors, qu'est-ce que c'est fractionner des gouttes? C'est en fait prendre une goutte et la couper en demi-gouttes ou quart de goutte. Dans le tableau des diminutions, on voit qu'à la première diminution, la personne doit prendre 28,5 gouttes. Ça, c'est sa dose journalière, mais comme elle va faire 2 prises, on se divise ces 28,5 gouttes par 2, ce qui nous donne 14,25 gouttes. La personne va prendre 14,25 gouttes de Licencia le matin et 14,25 gouttes de Licencia le soir. Donc comment faire ces 0,25 gouttes? Sur 14,25 gouttes, 14 gouttes, on arrive à compter les 14 gouttes. Mais comment on va faire ces 0,25, ce quart de goutte? Eh bien, on va utiliser cette technique de fractionnement des gouttes. On va fractionner une goutte. Donc là, on va aussi jouer, avec cette technique, on va aussi jouer avec les volumes. Cette fois, on va prendre une seringue graduée à 10 ml. On va prélever 10 ml d'eau dans cette seringue. Dans un verre, vous mettez une goutte de Licencia et vous ajoutez ces 10 ml d'eau. Vous mélangez tout. Vous aspirez le tout dans la seringue. Et puis, donc, dans cette seringue, vous avez une solution qui contient 10 ml d'eau et une goutte de Licencia. Ensuite, pour faire des fractions de gouttes, on va jeter le surplus qu'il y a dans la seringue. Donc on a notre seringue remplie avec 10 ml d'eau et une goutte de Licencia. Si on jette 1 ml de cette seringue, il reste 9 ml dans la seringue. Ce qui veut dire que la seringue contient 0,9 gouttes de Licencia. C'est comme ça qu'on va fractionner. Si on a notre seringue de 10 ml avec une goutte de Licencia dedans et qu'on jette 2 ml de cette seringue, il va rester 8 ml de solution. Ça veut dire qu'on aura dans la seringue, il nous restera 0,8 gouttes de Licencia. Et on peut continuer comme ça pour tous les pourcentages. Par exemple, si vous avez dans votre seringue vos 10 ml d'eau avec une goutte de Licencia et que vous jetez 5 ml, dans la seringue il reste 5 ml, donc 0,5 gouttes de Licencia, une demi-goutte. Si vous avez vos 10 ml de solution d'eau avec une goutte de Licencia dedans, que vous jetez 7,5 ml de la seringue, il vous reste 2,5 ml dans la seringue, ce qui correspond à 0,25 gouttes de Licencia, soit un quart de goutte. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire les fractions des gouttes. Ensuite, les conditions de démarrage du sevrage, le point 8. Donc, la personne, avant de commencer son sevrage, a ajusté sa dose journalière, celle qui a été obtenue après la substitution. Donc, elle a ajusté sa dose journalière de Licencia pour savoir si elle n'était pas en sous-dosage. Ensuite, on peut, si on se sent un peu plus mal le matin ou un peu plus mal le soir, on peut, comme il y a 2 prises par jour à la sortie de la substitution, la personne, page 32, à la fin du protocole de substitution, prend 15 gouttes de Licencia le matin et 15 gouttes le soir. Si elle se sent plus mal, ou si elle sent que le matin elle a plus besoin de gouttes, ou si le matin elle dort trop à cause du Licencia, elle peut basculer les gouttes entre le matin et le soir. C'est-à-dire maintenant elle a 15 gouttes le matin,
15 gouttes le soir. Si le matin, elle sent qu'elle est trop vaseuse en prenant 15 gouttes le matin, elle va pouvoir basculer une partie des 15 gouttes le soir. Et par exemple, prendre 10 gouttes le matin et 20 gouttes le soir, au lieu de 15 le matin et 15 le soir. Elle aura toujours 30 gouttes comme dose journalière pour la journée, mais elle va les basculer entre le soir et le matin en fonction de son ressenti. Donc là, pour savoir comment basculer les gouttes, on peut se reporter à la page 60 du manuel. Ensuite, pour les meilleures conditions de sevrage, toujours informer le médecin, trouver une personne de confiance à qui on peut se confier, et puis rester vraiment flexible sur le plan de sevrage. En fonction de ce qui se passe dans la vie, de ce qu'on ressent, on peut adapter le plan de sevrage pour que ça fonctionne. Dernier point, j'avais des questions complémentaires que je propose de vous poser à la page 36 par rapport aux conditions du sevrage. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles conviennent? Alors les questions à se poser, je vais vous les lire. Est-ce que je me trouve dans des conditions qui me permettent de mettre en place les protocoles de sevrage recommandés? Par exemple, est-ce que mon médecin va me prescrire des gouttes de Licenxia parce que je fais une substitution? Ou il va me dire non, je vous prescris que les comprimés de Xanax. Là, vous allez avoir un problème, vous ne serez pas dans des conditions qui permettent de faire une substitution et ensuite un sevrage de Licenxia parce que votre médecin refuse de vous faire la prescription. C'est quelque chose à prendre en compte. Est-ce que ma condition médicale me permet d'entreprendre un sevrage? Est-ce que mon état physique, mon état psychologique, mon état général me permet de réaliser ce sevrage? Ou est-ce que je dois attendre? Ou est-ce que je dois plutôt envisager une diminution, mais pas un arrêt complet? Donc, des questions à se poser. Est-ce que mon médecin et mon entourage sont disposés à me soutenir dans ce processus? Si vous avez besoin d'aide, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vous soutienne. Est-ce que mon médecin pourra me mettre en arrêt de travail le cas échéant? Des fois, les sevrages sont vraiment rudes, difficiles au départ, jusqu'à ce qu'on trouve un rythme de croisière. Est-ce que votre médecin sera prêt à vous faire un arrêt de travail d'1, 2, 3 semaines? Une question à se poser. Ça me permettrait d'être dans des bonnes conditions pour commencer, d'enlever du stress, parce que devoir aller au travail en pensant à faire son sevrage, ça peut être plus facile de commencer son sevrage quand on est en vacances, ou mieux en arrêt de travail, pour être dans des conditions où on n'est pas stressé. Est-ce que je dispose du numéro de téléphone d'une personne de confiance que je peux joindre jour et nuit en cas de problème? Vraiment, ça c'est vraiment une des choses les plus utiles, c'est de pouvoir joindre quelqu'un à n'importe quel moment, jour et nuit, à 3 h du matin, vous puissiez appeler quelqu'un pour avoir de l'aide, pour parler, pour vous emmener quelque part s'il y a besoin. Voilà, ça c'est vraiment des questions qu'on peut se poser pour savoir si on est dans les meilleures conditions pour mettre en place le sevrage. Donc pour plus d'informations sur les étapes du sevrage, je vous conseille de vous reporter au manuel. Les vidéos précédentes, j'ai déjà survolé les étapes. Et puis je vais présenter plus en détail chacun des points encore que nous avons vus. Voilà, j'espère que ça vous aide d'avoir vu un exemple. Les exemples, c'est du vécu. Personnellement, l'exemple concernant le Deroxate, c'est ce que j'ai vécu moi. Un produit qui était hyper violent en matière d'effets secondaires, je me suis automutilée et tout. Donc c'est vrai que là, ça nécessitait un sevrage rapide. Le Xanax, c'est pas mon exemple à moi. Par contre, j'ai aussi sevré une benzodiazépine après l'antidépresseur. Et j'ai aussi pris du Xanax. Donc c'est des molécules qui sont souvent prescrites et qui méritent souvent d'être arrêtées. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.